Merci Luce. Monsieur le Président, merci de nous accueillir sous les lambris de l'hôtel de Lassé. Cher Luce Perrault, vous présidez aux destinées de cette institution qui est devenue au fil des ans le livre politique, avec son jury, cher Jérôme, mesdames, messieurs, chers amis. Je suis très impressionné de m'être vu remettre ce prix. Jacqueline de Romilly disait que quand elle avait reçu le prix du concours général de version grecque, ça lui avait donné un peu d'assurance, une assurance qu'elle n'avait pas. Ça lui avait permis de faire beaucoup de choses qu'elle n'aurait pas faites si elle n'avait pas reçu ce prix de version grecque. Alors je dirais que pour moi c'est un peu la même chose en politique. Jusqu'à présent j'étais incertain, doutant au fond de moi-même, d'un doute méthodique que peut-être je dissimulais bien, en tout cas peu sûr de moi-même, et grâce à vous, je crois que je vais pouvoir m'élancer avec beaucoup plus de résolution, désormais que vous m'avez consacré comme le lauréat de ce prix. Il est vrai que la concurrence était forte. Jean-Pierre Jouyet, son livre que je trouve beaucoup plus drôle que le mien, Gilles Finkelstein, dont la thématique ne m'est pas étrangère, si archéo que je puisse vous paraître, car moi aussi je ressens comme insupportable cette dictature de l'urgence. Alors peut-être pas pour des mêmes raisons, je reste attaché à la flèche du temps, je ne suis pas un adepte de l'éternel retour selon Friedrich Nietzsche, mais peut-être que cela mériterait des développements. Je vais vous faire une simple confidence. Ce livre n'est pas d'abord un livre de mémoire, bien sûr il y a des éléments, c'est un livre de réflexion, un livre de méditation au point certain auquel je suis parvenu. C'est en tout cas un livre sincère, c'est moi, c'est ce que je pense. Et ce n'est pas un livre en effet fermé au dialogue, j'admettrai bien qu'on puisse contester mes vues. J'ai essayé de faire des rapprochements. C'est plutôt un livre de recherche. C'est ce que d'ailleurs me conseillaient mes professeurs et mon proviseur. Il me disait que je ferais beaucoup mieux de faire Normal Sup que l'ENA, que je serais un très bon chercheur, mais que je ne gagnerais rien, sinon peut-être de devenir chef de service. Si je faisais Sciences Po, je voulais absolument m'initier à la science de la politique, car si tant est qu'elle existait, je voulais la connaître. J'ai mis très longtemps à comprendre qu'il n'y en avait pas. Mais je reviens à cette idée d'un livre de recherche. Comment ne pas remarquer en effet que la gauche est venue au pouvoir, et j'avais un peu contribué à cela depuis 17 ans, de 1964 à 1981, elle est venue au pouvoir au moment où triomphait en Angleterre Mme Thatcher, aux États-Unis M. Reagan, et peu de temps après M. Kohl en Allemagne. Donc la gauche, il faut dire les choses telles qu'elles sont, a quand même mis les pouces. Mais ce fut tout le génie de François Mitterrand de dissimuler son adhésion au logiciel néolibéral sous les atours du drapeau européen et de faire en sorte que l'acte unique soit le fondement de cette construction européenne dont il faisait observer à ceux qui contestaient le contenu, dont j'étais, puisqu'au fond je n'étais pas vraiment d'accord. Il me disait, ça n'a pas d'importance. Il faut faire confiance aux institutions. Il faut faire confiance aux institutions. Je disais, mais les règles du jeu sont absolument assassines. Ce n'est pas grave. De toute façon, nous n'avons pas de majorité autre que celle-là. Donc faisons confiance au temps et aux institutions. Et alors je regarde comment, par exemple, la Banque centrale européenne, en effet, finit par acheter des titres de dette, ce qui lui est totalement interdit par le traité de Maastricht. Et je me dis, ben, François Mitterrand a eu raison. Sauf qu'il a eu raison dans une faible proportion. Car la Banque centrale européenne, vous le savez, ne peut acheter qu'un modeste montant de dette comparé à celui que rachète la Federal Reserve Board américaine. Autre exemple, la solidarité financière entre les pays européens est formellement proscrite
par le traité de Maastricht. Il y a un article pour dire que c'est absolument interdit. Mais néanmoins, on a fini par mettre sur pied un fonds de solidarité tout à fait insuffisant d'ailleurs à mes yeux et qui ne peut pas suffire par rapport aux problèmes que nous avons devant nous. Mais la monnaie unique n'est pas une construction monétaire d'abord. C'est une construction éminemment politique. Et elle a été faite pour cela. C'est pour ça qu'elle souffre. C'est que la conception est vicieuse. Enfin, au sens du vice de conception. Donc, c'est un livre de recherche et il laisse ouvert l'avenir, il laisse ouverte beaucoup de pistes. Il permet de comprendre et de décrypter, je pense, non seulement les 40 ans de vie politique que je connais assez bien, mais même ce qu'il y a avant. Parce que je pense que notre pays a eu un XXe siècle très difficile, a failli périr à 2 reprises, en a tiré des leçons qui étaient bonnes ou mauvaises. C'est principalement Jean Monnet qui a conçu la reconstruction de l'Europe autour de l'idée d'un grand marché, avec une haute autorité qui aurait le monopole de la proposition. Était-ce une bonne idée? Je ne le crois pas. Mais cette idée était motrice, c'est incontestable. Et nous arrivons au point où je vais finir par une note optimiste, car mon livre n'est ni pessimiste ni optimiste. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Le titre était initialement Le Grand Paris. Et puis, Claude Durand et Olivier Nora m'ont dit à un moment, mais ce titre a été pris par Christian Pineau, qui est l'un des auteurs du traité de Rome, comme vous le savez, un des signataires. Donc, lui, il accepterait de s'en dessaisir. C'était Le Grand Paris sans S, bien entendu. Hein. Alors, il faut trouver un autre titre. J'ai dit, ben, l'énigme de notre histoire. Mon fils me dit, c'est un peu prétentieux. Donc, je suis très sensible à ce genre de considération. Et il y avait un chapitre qui s'appelait « Finis Francier ». J'ai donc proposé ce titre, avec un point d'interrogation, à mon éditeur qui m'a dit, aujourd'hui, les gens ne parlent plus latin. Hein. Donc, il faut mettre ça en français. Finalement, on a hérité de ce titre, mais... enfin, j'ai hérité de ce titre, mais la fin est relativement optimiste, parce que si on revient sur le sujet de l'Europe, qui est le vrai sujet, parce qu'on peut dire, je ne parle pas de l'Amérique, certains me l'ont fait observer, j'en parle un peu, j'en parle ailleurs, surtout dans Défis républicains. Je ne parle pas de ceci, de cela, ben on ne peut pas parler de tout. Je ne parle pas de l'immigration, je ne parle pas de la sécurité, je ne parle pas d'un tas de sujets dont j'aurais pu parler abondamment, mais il faut bien... il y a déjà 300 pages, c'est beaucoup. Donc, sur l'Europe, je constate une chose, c'est que la conception du général de Gaulle est en train de l'emporter d'une manière absolument évidente. Dans l'Europe à 27, c'est l'Europe des nations qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Mais c'est quand même elle qui fait avancer le schmilblick, comme on dit chez moi. Hein, vous savez que Belfort est une partie de l'Alsace qui est restée française en 1871. Donc c'est quand même l'accord des nations, et principalement de la France et de l'Allemagne, parce qu'elles sont au cœur de l'Europe, parce qu'elles sont la charnière entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, parce que naturellement, héritière de l'empire de Charlemagne, puisque entre Charles le Chauve et Louis le Germanique s'est fait l'échange de serments et le traité de Verdun qui structure l'histoire européenne, je voudrais dire quand même, en réponse à Jérôme Clément, que je n'ai pas un rapport d'amour-haine avec l'Allemagne. Je ne hais pas l'Allemagne. Bien entendu, j'ai ressenti, je suis né en 1939, j'ai ressenti les vagues, ce que ça a pu signifier à un certain moment. Mais je replace l'histoire de la France et de l'Allemagne dans le temps long, et particulièrement depuis la Révolution française. Je pense que le dialogue entre Herder d'un côté, Rousseau de l'autre, entre Fichte, le discours à la nation allemande, et puis la conception républicaine de la nation que formalisera beaucoup plus tard Renan, mais dont Robespierre avait déjà dit l'essentiel, hein, à savoir que Paris n'est pas la capitale du monde, que la République est universelle, mais qu'elle doit faire avec les peuples, elle doit s'arranger de l'existence de peuples très divers. Donc tout cela me fait déboucher sur une conception optimiste. Je mesure évidemment tout ce qui peut séparer les perceptions françaises et allemandes, mais je crois aussi que l'Allemagne est dans une contradiction.
c'est qu'elle vise la compétitivité à l'échelle mondiale, mais en même temps, elle est prisonnière de l'Europe, sur laquelle elle fait 60% de son excédent commercial. Et c'est là peut-être que la vue de François Mitterrand a été extrêmement juste dans ces 2 années, 1989-1991, où il a imposé non pas la monnaie unique, dont les règles avaient été fixées avant, Conseil de Madrid, mais le calendrier que Kohl a fini par accepter pour avoir l'acquiescement de la France. Et je pense que, naturellement, nous n'avons pas l'Europe de Jean Monnet, ni celle de Mitterrand, nous avons plutôt une Europe gaullienne, encore que, naturellement, il faut préserver les formes, et par conséquent, les institutions à 27 sont indispensables, et je ne dirais pas qu'il faut s'en échapper, mais on sait très bien qu'à l'intérieur, eh bien, ça se joue autrement. Donc, mon livre est finalement plutôt optimiste, parce que je crois que si nous trouvons en nous, Français, c'est-à-dire membres d'une communauté de citoyens, dans la conception républicaine et française de la nation, l'énergie de concevoir un projet qui soit un projet européen, qui nous permette de penser selon 3 dimensions, la dimension nationale, la dimension française, la dimension européenne et bien entendu la dimension mondiale, la dimension planétaire. Là, je parle sous l'œil vigilant d'Edgar Morin. Eh bien, si nous pouvons réaliser cela, nous serons les grands gagnants du XXIe siècle. Mais il est devant nous. Alors, il faut en saisir la chance. Bon, je sais très bien que cette tâche appartiendra aux plus jeunes générations. La jeunesse est à la mode, hein, et il ne faut pas la sacrifier. Et pour cela, il faut revoir profondément les règles du jeu de toute cette construction. Parce que je me souviens avoir parcouru un livre d'un professeur à l'Institut d'études politiques qui s'appelle Louis Chauvel, qui parle du déclassement des générations. Il ne faudrait pas que les gens qui, nés dans les années 40 et qui ont fait toute leur cotisation de sécurité sociale et qui vont par conséquent non pas prendre leur retraite, mais enfin qui sont au sommet de la vague, ne voient derrière eux qu'une vague qui croule avec tous les 10 ans une génération moins bien lotie que celle qui la suivra. Parce que de ce déclassement successif des générations ne pourrait résulter qu'un déclassement systémique de toute la société, de notre pays. Et par conséquent, nous devons avoir l'énergie, l'audace de rebattre les règles du jeu et de suivre finalement le conseil de François Mitterrand. Je ne sais pas si c'est ces institutions-là ou d'autres, je pense que c'est plutôt d'autres, mais il faut rebattre les cartes pour ouvrir les portes de l'avenir. J'ai été un peu long, hein. Merci encore, hein, de l'honneur que vous m'avez fait.